Bonjour à tous, cette capsule présente quelques clés de lecture du questionnement de sciences économiques. Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production? Il s'agit d'amener les élèves à mieux comprendre les enjeux et mécanismes expliquant les échanges entre les pays, l'internationalisation de la production et certaines de leurs conséquences. Ce questionnement se décompose en 5 objectifs d'apprentissage que nous allons aborder successivement. Une brève comparaison avec l'ancien programme permet de constater que l'on retrouve bien entendu des notions fondamentales. En revanche, d'autres objectifs ont totalement disparu. Enfin, des nouveautés font leur apparition. Il s'agit d'abord de la notion de fragmentation de chaîne de valeur, tout au moins dans sa formulation, puisque l'idée était anciennement abordée lors de l'étude du commerce intra-firme et de la mondialisation de la production. La seconde nouveauté est le dernier objectif. Jusqu'ici, nous nous intéressions essentiellement aux fondements ou aux facteurs des échanges de l'internationalisation de la production. Ce dernier item nous invite à aborder des conséquences. On observe que les objectifs d'apprentissage de ce questionnement sont clairement tournés vers la capacité à expliquer des mécanismes économiques, puisqu'ils débutent tous par le verbe comprendre. Quelle est la philosophie de ce nouveau programme? Il met davantage en lumière l'évolution des théories du commerce international et de l'internationalisation de la production, et va dans le sens d'une dilution progressive entre microéconomie et macroéconomie. L'idée étant que la macroéconomie moderne repose sur des fondements microéconomiques. On passe ainsi d'une approche agrégée avec agents représentatifs à une approche avec des agents, des firmes hétérogènes, en prenant par exemple en compte des différences de productivité, de taille, de contraintes de financement des entreprises. Les approches agrégées partent du principe que les relations entre les nations sont des relations entre agents représentatifs. C'est le cas des théories traditionnelles, c'est-à-dire de la théorie des avantages comparatifs et d'Escher-Ohlin-Samuelson. C'est le cas également de la nouvelle théorie du commerce international. On reste dans un monde avec firmes représentatives, mais l'idée est qu'il y a des rendements croissants et une préférence pour la variété des consommateurs. La nouvelle économie internationale introduit dans les modèles l'hétérogénéité et l'inégalité des agents. Pour Mark Melitz, qu'est-ce qui fait qu'un pays est compétitif? C'est parce qu'il y a des firmes productives qui exportent. Sur quels acquis de seconde et de première pouvons-nous nous appuyer pour traiter ce questionnement? Pour comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale, deux objectifs d'apprentissage vont nous intéresser. D'une part, celui qui traite de la combinaison productive en seconde, d'autre part, et bien entendu, celui qui concerne le gain à l'échange en première. Pour les deux autres objectifs d'apprentissage, l'étude des concepts microéconomiques, marché imparfait, monopole, asymétrie d'information, est importante dans la mesure où les nouveaux modèles économiques introduisent l'hétérogénéité des firmes. On pourra trouver utile le questionnement de première portant sur la gouvernance et la prise de décision dans les entreprises, pour aborder ensuite l'internationalisation de la chaîne de valeur. Enfin, l'objectif comprendre les effets d'une taxe et l'étude du modèle du marché seront un prérequis important pour analyser les effets d'un droit de douane et les effets du commerce international sur le surplus du consommateur et du producteur. L'étude du commerce international débute de façon traditionnelle par la théorie des avantages absolus d'Adam Smith, complétée par celle des avantages comparatifs de David Ricardo, lesquels montrent l'intérêt pour un pays à se spécialiser et à échanger, plutôt que de rester en autarcie. Le commerce international n'est pas un jeu à somme nulle, puisque chaque participant en retire un gain. Dans le modèle des avantages comparatifs, à deux pays, deux biens et un seul facteur de production, ce sont les écarts de productivité du travail qui déterminent les spécialisations et les échanges. Mais comment expliquer ces différences de coûts relatifs? Les économistes Escher, Ohlin et Samuelson avancent que ce sont les différences de dotation factorielle, en travail mais aussi en capital, qui expliquent les spécialisations. La rareté relative d'un facteur de production détermine son coût. Ainsi, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production qui mobilise de façon intensive le facteur relativement abondant sur son territoire et à importer le bien qui mobilise de façon intensive le facteur relativement rare. Dans les théories traditionnelles, ce sont des différences d'efficacité ou de dotation factorielle qui expliquent les échanges.
Mais comment expliquer les échanges entre des pays comparables? En effet, le commerce intrabranche, c'est-à-dire l'échange croisé de produits similaires, mesuré ici avec l'indicateur de Grubel et Lloyd, représente environ un tiers du commerce mondial aujourd'hui. Son poids relatif est néanmoins en recul depuis l'année 2000. Voyons tout d'abord la différenciation de la qualité des produits. Dans un contexte de concurrence monopolistique, ce sont des différences de goût des consommateurs qui expliquent l'échange entre pays comparables. La différenciation, aussi bien horizontale que verticale, augmente la satisfaction des consommateurs qui ont plus de choix. Si on ajoute l'hypothèse de rendement croissant dans le cadre de l'analyse de Paul Krugman, il bénéficie aussi de prix plus bas du fait d'économies d'échelle liées à l'augmentation de la taille du marché. Voyons à présent la fragmentation de la chaîne de valeur. Les échanges intrabranches sont aussi des échanges de biens intermédiaires liés à la décomposition internationale des processus productifs en une multitude de tâches allant de la conception à la commercialisation. Cela a été rendu possible, entre autres, par la baisse des coûts de transport, en particulier maritimes. Chaque pays sera donc spécialisé dans l'étape de production pour laquelle il dispose d'un avantage comparatif conformément à ses dotations factorielles et technologiques. La courbe du sourire, qui représente la valeur ajoutée d'amont en aval le long de la chaîne de valeur mondiale, illustre bien cette notion. Voyons l'objectif d'apprentissage suivant. Il s'agit de faire le lien entre la productivité des firmes et la compétitivité d'un pays. Pour commencer, il faut s'interroger sur ce qu'est cette productivité des firmes en tenant compte de leur hétérogénéité et sur ce qu'est la compétitivité d'un pays. Pour traiter cet objectif, on partira du constat que les exportations sont concentrées sur un petit nombre de firmes. Comme nous l'avons indiqué précédemment, Marc Pelitz explique ce phénomène dans un modèle à firmes hétérogènes par le fait que seules les plus productives peuvent s'insérer dans le commerce mondial et supporter les coûts qu'il engendre en termes de transport, d'assurance et de formalités diverses. Cette approche permet de comprendre le paradoxe espagnol, c'est-à-dire l'idée que l'Espagne a accru son degré de compétitivité alors que sa productivité moyenne s'est dégradée. Cela s'explique par le fait que les nombreuses firmes en dessous du seuil de productivité et qui demeurent sur le marché local pèsent sur la productivité moyenne. On ne peut pas comprendre cela dans un modèle à agent représentatif. Dire à la fois l'Espagne est plus compétitive et l'Espagne est moins productive, en raisonnant comme si un pays est un agent, apparaît contradictoire. Un modèle à firme hétérogène est donc ici plus pertinent. L'ouverture aux échanges aura en retour un effet sur les firmes, lequel sera différencié selon le niveau de productivité. Les parts de marché et les profits des plus efficaces augmentent, tandis que les moins productifs disparaissent ou perdent du terrain. Il en résulte une réallocation de la main-d'œuvre qui aura pour effet l'augmentation de la productivité moyenne. Par ailleurs, la concurrence internationale a un impact sur l'effort d'innovation des firmes et finalement sur leur productivité à travers deux effets. L'effet de taille de marché qui accroît les rentes d'innovation, l'effet de concurrence qui dépend de la distance à la frontière technologique des entreprises. Les plus proches sont incitées à innover, tandis que celles qui en sont éloignées sont découragées et réduisent leurs efforts. Voyons à présent l'objectif comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer. Dans cet objectif, on va essayer de comprendre la stratégie des firmes à travers l'internationalisation de la chaîne de valeur, notion définie dans un item précédent. Ce phénomène a été favorisé, on l'a dit, d'une part par l'importante réduction des coûts de transport, mais aussi par l'organisation de grandes firmes en centres de profit autonomes, spécialisés sur un segment de la chaîne de valeur, chacun localisé de façon à optimiser l'efficacité. L'internationalisation de la chaîne de valeur repose sur les IDE, qu'ils soient horizontaux, c'est-à-dire la duplication des sites de production pour se rapprocher des marchés, pour contourner les barrières, etc., mais aussi les IDE verticaux. Il s'agit d'exploiter des différences de prix des facteurs de production d'un territoire à l'autre. C'est l'idée que se développe un commerce de tâches. Mais certaines formes organisationnelles des FMN échappent à ce classement. Enfin, il faut évoquer le recours à la sous-traitance, aux alliances, aux partenariats, qui aboutissent à un nouveau type d'organisation industrielle, la firme réseau. Ce Made in Monde laisse imaginer qu'une démondialisation est peu probable. Les exemples pour traiter cet objectif en classe sont nombreux et variés. Le dernier objectif d'apprentissage est de loin le plus dense de ce questionnement. Commençons par les gains en termes de baisse des prix.
Plusieurs chemins permettent de passer des échanges à la baisse des prix. Il y a d'abord la pression concurrentielle accrue qui va pousser les entreprises à améliorer leur productivité moyenne et réduire leur pouvoir de marché. Il y a par ailleurs la spécialisation en fonction des avantages comparatifs qui aboutit à une allocation optimale des ressources. Ensuite, l'augmentation du marché potentiel qui permet la réalisation d'économies d'échelle. Et la concentration des firmes sur un espace géographique qui va dégager des externalités positives et de réaliser également des économies d'échelle, mais cette fois externes. Voyons à présent le lien entre le commerce international et les inégalités. On peut partir d'un constat statistique avec l'indicateur de Theil. Plus il est élevé, plus les inégalités sont importantes. On observe ainsi une réduction importante de l'écart entre les revenus moyens des pays, à condition de tenir compte de la Chine et de l'Inde, qui ont largement bénéficié du processus de fragmentation des chaînes de valeur. En revanche, les inégalités au sein des pays augmentent. La courbe de l'éléphant permettra d'illustrer qu'il y a des gagnants et des perdants, en termes relatifs, de la mondialisation. Les plus pauvres, et ceux situés entre le 80e et le 95e percile, ont un revenu qui a progressé moins vite que le revenu global moyen. Les gagnants se divisent en deux groupes très différents. Les personnes qui se situent autour de la médiane, avec plus 80% de croissance de revenu moyen, et le centile le plus riche, avec plus 65%. Plusieurs mécanismes pourront être abordés. D'abord, pour le théorème d'Escher-Rollin et Samuelson, on concluait à une convergence des rémunérations relatives des facteurs de production et à l'égalisation des prix relatifs des biens. Le théorème de Stolper-Samuelson a des conclusions différentes puisqu'on observait une baisse des inégalités dans les PED et une hausse des inégalités dans les pays développés. Plus récemment, des études aboutissent à la conclusion que les inégalités augmentent à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord par la fragmentation de la chaîne de valeur et les différences de dotation relative en travail qualifié et non qualifié. Ensuite, par la fragmentation de la chaîne de valeur et la différence des emplois délocalisables ou non. On peut enfin évoquer l'effet superstar lié à l'interaction entre progrès technique et la mondialisation, ou encore les inégalités territoriales dans le modèle centre-périphérie de Paul Krugman. Enfin, le dernier point de cet objectif d'apprentissage est plus classique, puisqu'il s'agit du débat entre libre-échange et protectionnisme. Les arguments en faveur du libre-échange sont nombreux. On pourra rappeler, avec le premier objectif d'apprentissage de ce questionnement, que le libre-échange et la spécialisation sont avantageux pour tous, même si le gain est inégal, et aboutissent à une allocation optimale des ressources. Par ailleurs, la concurrence est stimulante, elle incite à innover, et les échanges entraînent une plus grande satisfaction des consommateurs du fait de la baisse des prix, qui améliore leur surplus, mais aussi par la différenciation des produits. Par ailleurs, le protectionnisme présente des limites. Des mesures de rétorsion sont possibles et peuvent aboutir à une guerre commerciale préjudiciable à tous. Le protectionnisme entraîne une perte de surplus du consommateur. Il pénalise aussi les producteurs nationaux dans la mesure où les produits importés ont parfois un contenu national préalablement exporté, ce que nous avons vu dans la fragmentation de la chaîne de valeur. Enfin, la mise en place d'un protectionnisme suppose un choix d'État pertinent des entreprises et des secteurs à protéger. Les arguments en faveur du protectionnisme existent également. On peut citer l'approche traditionnelle de Friedrich List en termes de protectionnisme éducateur, avec l'idée que la protection d'un secteur va provoquer la hausse de la production qui rendra possible des économies d'échelle, mais qui aura aussi des effets d'apprentissage susceptibles d'améliorer l'efficacité des producteurs nationaux. À la suite de Brander, Spencer puis Krugman, on peut par ailleurs démontrer que, dans le cadre d'une concurrence imparfaite, des politiques stratégiques, à la fois commerciales, instauration de barrières aux échanges, et industrielles, mise en place de subventions, peuvent être avantageuses. Pour terminer, signalons quelques ressources intéressantes en nombre nécessairement limité. Tout d'abord, des ressources statistiques avec les données, bien entendu, du CEPI, de l'Organisation mondiale du commerce, la cartothèque de Sciences Po, mais aussi une base de données très intéressante sur les inégalités mondiales et bien entendu les publications de l'INSEE, dont certains numéros, par exemple d'INSEE Première, qui peuvent être très faciles à aborder avec les élèves.
quelques QR codes pour accéder aux sources que je viens d'indiquer. Et enfin, quelques ouvrages et articles pour le professeur. L'ouvrage d'économie internationale de Krugman, Obsveld et Melitz qui date de 2018. L'ouvrage Les habits neufs de la concurrence de François Lévesque. Et puis deux ouvrages assez courts mais très intéressants, Le commerce international et La nouvelle théorie du commerce international de Michel Renelli. Pour ceux qui parlent anglais, une publication intéressante sur le site de l'Organisation mondiale du commerce, un PDF téléchargeable gratuitement qui porte sur la chaîne de valeur. Merci pour votre attention, je vous souhaite bon courage pour mettre en œuvre ce programme.